7 aliments à bannir absolument pour perdre le gras du ventre après 40 ans. Si tu es un homme âgé de 40 ans et plus et que tu as de la difficulté à perdre le gras du ventre, il y a de fortes chances que tu consommes régulièrement au moins 3 des aliments dont je vais te parler dans cette vidéo. Et le pire, certains de ces aliments, tu les achètes en pensant faire des bons choix pour ta santé. Ils portent des étiquettes rassurantes, naturelles, riches en fibres, 0% matière grasse, source de protéines. Mais en réalité, ces aliments, ils sabotent tous tes efforts sans que tu ne t'en rendes compte. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ces aliments en particulier aggravent l'accumulation de gras au niveau du ventre, surtout après 40 ans, et te donner des alternatives concrètes pour chacun d'eux. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'en bonus, je vais te présenter un modèle alimentaire précis que tu pourras adopter pour être sûr que tous les aliments que tu choisis à l'avenir t'aident à atteindre tes objectifs de perte de gras pour de bon. Si c'est la première fois que tu es ici, je m'appelle Arthur, je suis infirmier, coach certifié précision nutrition et fondateur de Virage Méditerranéen. En 2021, j'ai été diagnostiqué d'une stéatose hépatique, encore appelée foie gras. Mon foie était engorgé de graisse viscérale, un type de graisse qui se loge autour des organes vitaux. Suite à ce diagnostic, j'ai fait des recherches, je me suis formé et j'ai mis en place une approche qui m'a permis d'éliminer cette graisse, de retrouver mon énergie et de guérir naturellement de ma stéatose hépatique. Aujourd'hui, j'aide les hommes de 40 à 65 ans à faire exactement la même chose. Perdre le gras du ventre, en particulier la graisse viscérale, retrouver une énergie stable et reprendre le contrôle de leur santé pour profiter pleinement de leur vie, de leur famille et de ce qui compte réellement pour eux, sans compter les calories ni se tuer à la salle de sport. Si ce que je viens de te dire te parle et que tu veux découvrir comment cette approche fonctionne, j'ai créé une vidéo gratuite où je t'explique en détail comment ça marche. C'est le premier lien en description. Mais avant de te révéler ces 7 aliments, il faut que tu comprennes pourquoi ils sont à bannir absolument, surtout après 40 ans. La plupart des gens pensent que pour perdre le gras du ventre, il faut faire plus de cardio ou compter chaque calorie. Mais ce sont des erreurs, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu dois savoir, et c'est très important, c'est que l'accumulation du gras, surtout au niveau du ventre, c'est avant tout une question d'hormones. Et il y a une hormone en particulier qui contrôle le stockage de graisse. Cette hormone, ça s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par ton pancréas et son rôle principal, c'est de gérer le glucose dans ton sang, dans le sucre si tu veux. Laisse-moi t'expliquer concrètement ce que ça veut dire. Quand tu manges surtout des glucides, ton taux de sucre sanguin, donc ton glucose, va augmenter. Le sucre va donc se retrouver dans ton sang, mais il ne peut pas entrer tout seul dans tes cellules. Il a besoin d'une clé pour ouvrir la porte des cellules. Et cette clé, c'est l'insuline. Ton pancréas va donc libérer l'insuline et cette insuline va s'insérer dans les récepteurs de tes cellules comme une clé dans une serrure. Et la porte va s'ouvrir, le sucre va pouvoir entrer et être utilisé comme source d'énergie. Jusque-là, c'est normal. Mais voici ce que tu dois comprendre. L'insuline, ce n'est pas juste une clé, c'est aussi une hormone de stockage. Quand ton insuline est élevée, ton corps reçoit un signal clair. Stocke de l'énergie. Et tant que ton insuline est élevée, ton corps ne peut pas brûler de la graisse. Et les 16 aliments que je vais te présenter font tous la même chose. Soit ils stimulent excessivement ton insuline, soit ils créent de l'inflammation qui a un impact aussi sur ton insuline. Et ces deux mécanismes-là conduisent à ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que la résistance à l'insuline? C'est quand tes cellules deviennent moins sensibles au signal de l'insuline. C'est comme si les serrures de tes cellules commençaient à se gripper. Donc la clé rentre toujours, mais elle tourne moins bien. Alors ton pancréas se dit, il faut envoyer plus de clés, il produit encore plus d'insuline pour faire le même travail. Tu te retrouves donc avec des niveaux d'insuline chroniquement élevés dans ton sang. Et quand tu es résistant à l'insuline, ton corps a tendance à stocker du gras, principalement au niveau du ventre. Et pas n'importe quel gras, de la graisse viscérale, celle qui s'accumule autour de tes organes vitaux, ton foie, ton pancréas, ton cœur et tes intestins. Cette graisse viscérale, elle est la plus dangereuse pour ta santé. Et si tu n'agis pas rapidement, elle augmente fortement ton risque de développer des maladies chroniques et métaboliques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires comme l'AVC, les infarctus, l'hypertension artérielle, le foie gras, le déclin cognitif comme la maladie d'Alzheimer et certains cancers. Et voici pourquoi c'est encore plus critique après 40 ans. Tu dois savoir qu'avec l'âge, plusieurs changements se produisent dans ton corps. Ta sensibilité à l'insuline, en l'occurrence ici, va diminuer naturellement d'environ 30 à 40% entre 30 et 60 ans. Tes cellules deviennent moins sensibles et ton pancréas doit produire encore plus d'insuline. Et en plus de ça, tu perds progressivement de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie, entre 3 et 8% de masse musculaire par décennie après 30 ans. Or, le muscle, c'est un tissu qui est métaboliquement actif. Ça veut dire qu'il va aider à gérer le glucose et à brûler de l'énergie. Moins de muscles, ça veut dire une moins bonne gestion du sucre et une plus grande tendance
à stocker du gras, surtout au niveau du ventre. Un autre point, c'est que tes niveaux de testostérone diminuent aussi progressivement. La testostérone, c'est une hormone qui va aider à maintenir la masse musculaire et à réguler ta composition corporelle. Quand elle diminue, ton corps a plus de facilité à stocker du gras, surtout au niveau du ventre. Il y a aussi ton hormone de croissance qui va diminuer également. C'est une hormone qui va jouer un rôle important dans la combustion des graisses et dans le maintien de ta masse musculaire. Maintenant, quand tu combines cette diminution naturelle de ta sensibilité à l'insuline et de certaines hormones de ton corps avec une alimentation qui stimule excessivement ton insuline et qui crée de l'inflammation, tu aggraves le problème. Tu favorises encore plus de stockage de gras, surtout au niveau viscéral. Et c'est la raison pour laquelle les 7 aliments qu'on va voir maintenant sont particulièrement néfastes pour ta perte de gras et pour ta santé globale après 40 ans. Et c'est pour ça que tu dois les éliminer de ton alimentation dès aujourd'hui. Commençons donc par le premier aliment. Le premier aliment à bannir, c'est le pain blanc et avec lui toutes les viennoiseries que tu connais, les croissants, les pains au chocolat, les brioches. Je sais que c'est un peu difficile à entendre parce que le pain pour beaucoup d'entre nous, c'est culturel. La baguette à table, chaque repas, le croissant du dimanche matin, mais laisse-moi te montrer ce qui se passe dans ton corps quand tu manges du pain blanc. Le pain blanc est fabriqué avec de la farine raffinée. Cette farine a été complètement dépouillée de ses fibres, de son son, de son germe. Ce qui reste essentiellement, c'est de l'amidon pur. Et voici le problème. Ton corps transforme cet amidon-là en sucre à une vitesse qui est fulgurante. Pour te donner une idée, le pain blanc fait monter ton sucre sanguin plus rapidement qu'un morceau de sucre pur. Donc ton pancréas va détecter cette montée brutale de sucre et il va réagir en urgence. Et comment est-ce qu'il va réagir? Il va libérer une quantité massive d'insuline pour gérer tout ce glucose. Et pendant que ton insuline est élevée, ton corps est verrouillé en mode stockage, tu l'auras bien compris. Et les viennoiseries, c'est encore pire. Tu combines la farine raffinée avec du sucre ajouté et des graisses de mauvaise qualité. C'est la tempête parfaite pour exploser ton insuline et créer de l'inflammation dans ton corps. Si tu es quelqu'un qui aime beaucoup le pain et que tu ne peux pas t'en passer, ce que je t'invite à faire ici, c'est de privilégier le pain complet. Il va contenir plus de fibres qui vont ralentir l'absorption de sucre. Et encore mieux, opte pour le pain au levain à base de farine complète ou de sec. Le processus de fermentation du levain réduit encore plus l'impact sur ton insuline. Mais même là, ça doit encore rester un aliment que tu dois modérer dans ta consommation. Pour les viennoiseries, il n'y a vraiment pas d'alternative saine. Moi, je t'invite à les garder uniquement pour les occasions spéciales, pas pour ton petit déjeuner au quotidien. Le deuxième groupe d'aliments à bannir, ce sont les jus de fruits. Et oui, même ceux qui affichent 100% pur ou sans sucre ajouté sur les étiquettes. Beaucoup de gens pensent encore que boire un grand verre de jus d'orange le matin, c'est un bon geste pour la santé. C'est du fruit, c'est naturel, c'est plein de vitamines, mais voici la réalité que tu dois comprendre. Quand tu presses une orange pour en faire du jus, tu gardes le sucre et tu élimines complètement les fibres. Or, les fibres, si tu t'en rappelles, c'est justement ce qui ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Tu ne mangerais jamais 4 oranges entières d'un coup, mais tu bois leur équivalent en sucre en 30 secondes. Résultat, ton sucre sanguin il explose, ton pancréas doit produire une quantité massive d'insuline pour gérer tout ce sucre qui arrive d'un coup. Et pour te donner des chiffres concrets, un verre de 250 ml de jus d'orange contient environ 25 grammes de sucre. C'est l'équivalent de 5 à 6 morceaux de sucre et on appelle ça un aliment santé. Donc moi ce que je te propose ici c'est de manger le fruit entier. Une orange entière contient des fibres, ce qui va ralentir l'absorption du sucre dans ton sang. Elle va aussi te rassasier aussi beaucoup plus qu'un jus que tu vas boire. Maintenant, si tu veux un exemple de fruit que tu peux manger quand tu cherches à perdre le gras, privilégie les baies. Je parle ici des framboises, des fraises, des myrtilles, des mûres. Pourquoi? Parce que les baies en particulier, ce sont des fruits qui font monter ton sucre sanguin beaucoup moins rapidement que les autres fruits. On dit qu'ils ont un index glycémique faible. Ça veut dire que ton pancréas n'a pas besoin de produire une grande quantité d'insuline pour gérer le sucre qu'ils contiennent. En plus de ça, les baies sont chargées en antioxydants qui sont des nutriments qui vont aider à combattre l'inflammation dans ton corps. Donc, si ton objectif est de perdre du gras et que tu veux boire quelque chose le matin, bois de l'eau, du thé, du café sans sucre. Le troisième groupe d'aliments à bannir ici, ce sont les sodas et toutes les boissons sucrées. Celui-là, tu le connais probablement déjà parce que tout le monde sait que le Coca-Cola, le Sprite, le Fanta, le 7-Up, le Pepsi, c'est bourré de sucre. Mais laisse-moi te donner quelques chiffres pour que tu réalises vraiment l'ampleur du problème. Une simple canette de 33 centilitres de Coca-Cola contient 35 grammes de sucre. C'est l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Une bouteille de 50 centilitres, c'est plus de 50 grammes de sucre, donc 10 morceaux de sucre dans une seule bouteille. Et devine quoi? Ce sucre arrive dans ton sang à une vitesse fulgurante.
viande. Il n'y a pas de fibres, pas de protéines, rien pour ralentir son absorption. C'est comme si on t'injectait directement du sucre dans ton système. Ton pancréas doit donc réagir en urgence. Il libère une quantité massive d'insuline pour gérer tout ce glucose. Ton corps bascule donc immédiatement en mode stockage. Et tu sais ce qui est intéressant? Beaucoup de gens me disent, mais oui Arthur, moi je bois du Coca Zéro, je bois du light. Mais le problème c'est que même si ces boissons ne contiennent pas de sucre, les édulcorants artificiels qu'elles contiennent ne sont pas la solution que tu penses. Voici ce que la science nous dit par rapport à ces édulcorants. Il y a des études qui ont démontré que les édulcorants artificiels comme le sucralose font augmenter tes taux d'insuline de 20% même s'ils ne contiennent pas de calories ni de sucre. C'est contre-intuitif, mais c'est ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu consommes ces édulcorants. Et ce n'est pas juste le sucralose. D'autres édulcorants comme l'aspartame et même la stevia qu'on présente comme naturel font augmenter tes taux d'insuline encore plus que le sucre ordinaire. Tu te retrouves donc avec une insuline qui est élevée sans avoir consommé du sucre. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, quand ton insuline est élevée, ton corps il est en mode stockage. Il stocke des graisses au lieu de les brûler. En plus de ça, ces édulcorants-là peuvent créer de la frustration dans ton cerveau. Ton cerveau détecte le goût sucré, mais les calories n'arrivent jamais. Ça peut donc faire augmenter tes fringales et te pousser à chercher des alternatives ailleurs. Donc, ce que tu dois comprendre ici, c'est que boire des boissons diète, ça ne t'aide pas à perdre du gras. Tu diminues peut-être ton apport en sucre, mais ça ne fait pas perdre du gras parce que le facteur déterminant, ce n'est pas les calories, c'est ton insuline et tu l'auras bien compris. Ce que moi je te propose ici, c'est de prendre de l'eau. Ça peut être de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Si tu trouves ça trop fade, tu peux ajouter des tranches de citron, quelques feuilles de menthe fraîche ou des tranches de concombre. Ce sont des alternatives qui peuvent t'aider à mieux avaler l'eau que tu vas boire le matin. Mais habitue ton corps à boire de l'eau. Ce que tu peux faire, c'est de consommer environ 30 à 35 ml d'eau par kilogramme de poids corporel par jour. Concrètement, si tu pèses 80 kg, ça fait environ 2,4 à 2,8 litres d'eau par jour. Si tu pèses par exemple 90 kg, ça monte à environ 2,7 à 3,2 litres par jour. Bien sûr, cette recommandation s'applique si tu n'as pas de conditions de santé particulières qui nécessitent une restriction hydrique. Mais pour la plupart des hommes en bonne santé, c'est une excellente cible. Le quatrième groupe d'aliments à bannir, ce sont les huiles végétales industrielles qu'on appelle aussi les huiles de graines. Ok? Je parle ici de l'huile de tournesol, de l'huile de maïs, de l'huile de soja, de l'huile de colza raffinée et avec elle, la margarine. Ce que tu dois savoir, c'est que ces huiles sont extraites à haute température avec des solvants chimiques. Elles sont ensuite raffinées, désodorisées et blanchies pour enlever leur goût et leur odeur naturelle. À la fin de ce processus, ce qui reste, c'est un produit qui est mort, complètement dépourvu de nutriments mais chargé en acides gras oméga 6. En soi, les oméga 6 ne sont pas mauvais. Ton corps en a besoin mais en petite quantité et en équilibre avec les oméga 3. Les oméga 6 sont convertis dans ton corps en substances hautement inflammatoires alors que les oméga 3 au contraire sont principalement des substances qui sont anti-inflammatoires. Ils protègent ton cœur et réduisent le risque de caillots sanguins et surtout vont combattre l'inflammation chronique dans ton corps. Le ratio idéal oméga 6 sur oméga 3 devrait normalement être d'environ 1 pour 1. Ça, c'est comme ça que nos ancêtres se nourrissaient pendant des millénaires. Mais avec notre alimentation moderne aujourd'hui, ce ratio a explosé. Il est aujourd'hui de 15 pour 1 ou 30 pour 1 dans l'alimentation occidentale. Soit on mange trop peu d'oméga 3, soit on mange trop d'oméga 6 ou plus probablement les deux à la fois. Et quand ce ratio est déséquilibré, ça crée de l'inflammation chronique dans tout le corps. Et cette inflammation-là aggrave directement ta résistance à l'insuline et favorise le stockage de graisse viscérale. Pour ce qui est de la margarine, c'est encore pire. C'est de l'huile végétale qu'on a transformée pour la rendre solide, un peu comme le beurre. Le problème, c'est que ce processus peut créer des acides gras trans qui sont parmi les graisses les plus nocives pour ta santé cardiovasculaire. Et ces huiles sont partout, dans les plats préparés, les biscuits industriels, les chips, les fritures, les sauces toutes faites, partout. Donc, ce que moi je te propose ici, c'est de privilégier des bonnes sources de graisse, ok? Pour la cuisine et l'assaisonnement, tu peux par exemple utiliser l'huile d'olive extra vierge. Elle est pressée à froid, non raffinée et elle est riche en antioxydants et en graisses monoinsaturées qui sont anti-inflammatoires. Maintenant, pour rééquilibrer ton ratio oméga 6, oméga 3, je t'invite à augmenter ta consommation d'aliments riches en oméga 3. Tu as les poissons gras comme la sardine, le saumon, le maquereau qui en sont des excellentes sources. Tu as aussi les noix de Grenoble, les graines de lin, les graines de chia qui sont aussi des bonnes sources également. Maintenant, je vais te faire une alerte importante concernant les huiles parce que même avec les bonnes huiles, fais attention à la température de cuisson parce que chaque huile a ce qu'on appelle un point de fumée. C'est la température à partir de laquelle l'huile commence à se dégrader et à fumer. Parce que quand tu vas
vas dépasser ce point de fumée, même une bonne huile va se dénaturer. Elle va s'oxyder et elle va devenir pro-inflammatoire. Il va créer de l'inflammation dans ton corps. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. L'huile d'olive extra vierge, par exemple, a un point de fumée qui est modéré autour de 190 degrés Celsius. Elle va convenir pour la cuisson douce et moyenne. Mais moi, je te recommande surtout d'utiliser pour faire tes assaisonnements, ok? C'est pour ça que pour la cuisson à haute température, par exemple, l'huile de coco vierge et le ghee sont de meilleurs choix parce qu'ils ont des points de fumée qui sont un peu plus élevés et ils restent un peu plus stables, même à température élevée. Le cinquième groupe d'aliments à bannir, ce sont les charcuteries industrielles, le jambon sous vide, les saucisses, le bacon, les nuggets, les nakis. Je ne parle pas du jambon de ton artisan charcutier local qui travaille avec des produits de qualité. Je parle surtout des produits industriels qu'on trouve au rayon frais des supermarchés qui sont emballés sous plastique avec des dates de péremption à rallonge, ok? Ce que tu dois savoir, c'est que ces produits-là posent plusieurs problèmes. D'abord, ils sont bourrés d'additifs. Des conservateurs comme les nitrites, les esters de goût, les colorants, les phosphates, tous ces additifs-là vont créer de l'inflammation dans ton corps. Les nitrites, par exemple, en particulier, quand ils sont chauffés ou digérés, peuvent se transformer en un composé que l'Organisation mondiale de la santé a classé comme cancérigène probable. Ensuite, ces charcuteries-là contiennent souvent des sucres cachés, du dextrose, du sirop de glucose, fructose. Regarde la liste des ingrédients la prochaine fois que tu es au marché et tu seras surpris de voir le sucre dans le jambon. Et enfin, la qualité de la viande utilisée est souvent médiocre. Tu as des morceaux qui sont bas de gamme, tu as de la viande reconstituée des animaux qui sont élevés dans des conditions qui produisent de la viande inflammatoire. Donc moi, ce que je te propose ici, si tu veux manger de la charcuterie, va chez un artisan charcutier qui travaille avec des produits locaux et des méthodes qui sont traditionnelles. Ou tout simplement, toi-même, tu dois préparer ta propre viande. Tu sais exactement ce que tu manges et ce que tu mets dans ton assiette. Le sixième groupe d'aliments à bannir, ce sont les céréales du petit déjeuner. Les cornflakes, les céréales soufflées, les muesli croustillants, les céréales pour enfants avec leur mascotte colorée que vous connaissez. Celui-là, c'est peut-être que le piège le plus vicieux de cette liste parce que le marketing a réussi à nous faire croire que pendant des décennies, que ces petits déjeuners-là étaient sains, c'était riche en vitamines, en fibres et qui étaient bons pour le transit. Mais regardons la vérité en face. La plupart des céréales du petit déjeuner sont composées de grains raffinés qui ont été transformés à haute température et à haute pression. Et ce processus, comme je l'ai expliqué, ça détruit complètement les nutriments naturels du grain et ça crée des produits qui font monter ton sucre sanguin très rapidement. Les cornflakes par exemple font monter ton sucre sanguin aussi vite qu'un pain blanc, voire plus. Et regarde la liste des ingrédients. Après les céréales, qu'est-ce que tu trouves généralement en deuxième ou troisième position? Généralement, ça va être du sucre sous différentes formes pour mieux cacher le nom. Tu auras le sirop de glucose, tu auras le miel, tu auras la maltodextrine, tu auras le dextrose. Certains céréales même contiennent jusqu'à 30 à 40% de sucre dans leur composition. Même les céréales qui sont dites complètes ou fitness qui se vendent comme des produits santé sont souvent bourrés de sucre ajouté. Dans le marketing te vend la santé, mais toi tu achètes du sucre déguisé. Tu manges ça le matin à jeun et tu te demandes pourquoi tu as un coup de fatigue à 10 heures et une fringale incontrôlable en avant-midi. Je sais qu'on t'a toujours répété toute la vie que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, mais c'est faux. Donc moi ce que je te propose ici c'est simple. Si tu n'as pas faim le matin, ne mange pas parce que ton corps te dit qu'il n'a pas besoin de nourriture pour l'instant. Écoute-le. Maintenant, si tu es une personne qui a vraiment faim le matin et qui veut manger un petit déjeuner, voici la formule qui va stabiliser ton insuline et te garder rassasié jusqu'au déjeuner. La combinaison parfaite de ton petit déjeuner doit être des fibres, des protéines et des bonnes graisses. Ta priorité numéro 1 dans ton petit déjeuner, ce sont les protéines. Les œufs sont parfaits pour cela. Tu peux aussi opter pour du yaourt grec nature ou même du poulet si tu aimes un petit déjeuner qui est un peu salé. Ensuite, tu dois ajouter des fibres, des légumes verts comme des épinards. Tu peux aussi ajouter des champignons avec tes œufs et des graines de chia ou des graines de lin que tu peux saupoudrer sur le yaourt grec si tu prends ça éventuellement. Puis intègre aussi des graisses saines, ok? Un demi-avocat à côté de tes œufs par exemple, quelques noix d'amande ou un filet d'huile d'olive extra vierge que tu peux verser sur tes légumes. Idéalement ici, tu dois éviter de consommer les glucides le matin, surtout les glucides raffinés. Ce que tu veux absolument éviter le matin, ce sont les pics d'insuline. Donc évite les glucides raffinés et même les sucres naturels comme les jus de fruits, le miel ou le sirop d'érable. Tout ça, ce sont des glucides et ça va avoir une influence sur ton insuline. Dans cette combinaison de protéines, de fibres et de graisses saines, ça va t'aider à stabiliser ta glycémie, à maintenir une énergie stable toute la matinée et ça va éviter
éviter les coups de fatigue et les fringales. Et surtout, ça évite de garder ton insuline élevée et donc ça évite de te faire accumuler du gras, surtout au niveau du ventre. Le septième et dernier aliment à bannir, c'est l'alcool et particulièrement la bière. Je sais que ce n'est pas ce que tu vas entendre. L'apéro entre amis, la bière devant les matchs, le verre de vin au dîner, c'est convivial et c'est social et surtout c'est culturel et je te comprends parfaitement. Mais laisse-moi te montrer ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu bois de l'alcool. Ce que tu dois savoir, c'est que ton foie considère l'alcool comme une toxine. Donc sa priorité absolue, c'est d'éliminer le plus vite possible. Tant que ton foie est occupé à traiter l'alcool, il met les autres fonctions de ton corps en pause, y compris la combustion des graisses. En d'autres termes, quand tu bois de l'alcool, tu bloques complètement ta capacité à brûler du gras et ton corps est en mode élimination de toxines, pas en mode utilisation des réserves de graisse. Maintenant, parlons spécifiquement de la bière et de ton ventre. Il y a une méta-analyse systématique qui a examiné des dizaines d'études sur le lien entre la bière et l'obésité abdominale. La conclusion de ces méta-analyses-là est simple et claire. Une consommation d'une bière supérieure à 500 ml par jour est positivement associée à l'obésité abdominale. Et pourtant, 500 ml, c'est à peine qu'une pinte. Et soyons honnêtes, quand tu commences à boire de la bière, tu ne t'arrêtes rarement qu'à une seule pinte. Aussi, une étude récente menée sur des adultes britanniques a confirmé que la consommation de bière est directement associée à une masse de graisse viscérale plus élevée. Donc, cette étude-là a aussi montré que la bière aggrave plusieurs marqueurs métaboliques. Elle va diminuer par exemple ton bon cholestérol, elle va augmenter tes triglycérides et elle va favoriser la résistance à l'insuline. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on parle de ventre de bière. Ce n'est pas juste une expression populaire, c'est surtout une réalité qui est physiologique, qui est documentée scientifiquement. Et maintenant, laisse-moi casser une croyance qu'on entend souvent. Un verre par jour, c'est bon pour la santé. C'est ce que les gens disent souvent, qu'il faut boire un verre par jour et que c'est bon pour la santé. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que en 2023, l'Organisation mondiale de la santé a publié une déclaration sans équivoque. Il n'existe aucun niveau de consommation d'alcool sans risque pour la santé. Et l'alcool a été classé par l'OMS comme cancérigène de groupe 1, c'est-à-dire le niveau de risque le plus élevé, la même catégorie que l'amiante, les radiations et le tabac. L'alcool est donc lié directement à au moins 7 types de cancers, y compris les cancers les plus courants comme le cancer du côlon. Maintenant, est-ce que je te dis de ne plus jamais boire une bière ou un verre de vin? La réponse est non. Mais ce que je peux te dire ici et qui est très important, c'est que si ton objectif est de perdre le gras du ventre et plus particulièrement de la graisse viscérale ou d'optimiser ta santé métabolique, la consommation d'alcool doit être évitée, du moins jusqu'à ce que tu aies restauré ta santé métabolique et inversé ta résistance à l'insuline. Tant que tu es dans une phase où tu cherches à éliminer ta graisse viscérale et à combattre la résistance à l'insuline, tu dois complètement éviter de l'alcool. Et une fois que tu as restauré ta santé métabolique, si tu veux boire de façon très occasionnelle lors des événements sociaux, privilégie un verre de vin rouge qui contient au moins quelques antioxydants bénéfiques. Mais pour l'instant, si tu veux des résultats, l'alcool doit sortir de ton quotidien. Ton foie, ton ventre et ta santé métabolique te remercieront. Voilà donc, on vient de voir les 7 aliments à éviter absolument si tu veux perdre le gras du ventre, surtout après 40 ans. Comme tu l'auras bien compris, tous ces aliments ont un point commun. Soit ils font monter ton insuline en flèche, soit ils vont créer de l'inflammation chronique. Ou pire encore, ils vont faire les deux à la fois. Et c'est exactement ce qui va maintenir la résistance à l'insuline et l'accumulation de graisse au niveau du ventre, plus précisément de la graisse viscérale. Maintenant, le problème c'est que je ne peux pas lister tous ces aliments qu'il faut éviter. La liste serait interminable. Mais ce que je peux faire, c'est te présenter le modèle alimentaire que je t'ai promis en bonus au début de cette vidéo. C'est un modèle alimentaire qui va te permettre d'être sûr que tous les aliments que tu vas choisir à l'avenir ne vont pas saboter tes objectifs de perte de gras. Le plus important à comprendre, c'est qu'il faut adopter une alimentation qui évite de stimuler excessivement ton insuline et qui ne crée pas de l'inflammation chronique dans ton corps. Et pour ça, il existe plusieurs modèles alimentaires qui permettent d'atteindre cet objectif. Mais celui que moi je vais recommander, c'est ce qu'on appelle l'alimentation méditerranéenne métabolique. Ce que tu dois savoir, c'est que l'alimentation méditerranéenne, encore appelée régime crétois, est reconnue mondialement comme le meilleur modèle alimentaire pour la santé. En janvier 2025, elle a été élue pour la 8e année consécutive par le US News and World Report comme étant le meilleur modèle alimentaire au monde pour la santé. Pourquoi? Parce que ce modèle va aider à prévenir et à combattre des problèmes de santé métabolique comme le diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et bien d'autres. Maintenant, pourquoi est-ce que moi je te parle de l'alimentation méditerranéenne
métabolique. Tout simplement parce que c'est une version adaptée de l'alimentation méditerranéenne traditionnelle. C'est une version qui tient en compte des problèmes de santé métabolique qu'on voit aujourd'hui et qui est spécifiquement conçue pour combattre la résistance à l'insuline et l'inflammation chronique. La différence principale, c'est que c'est une alimentation qui va être plus faible en glucides que la version traditionnelle. Ce que tu dois savoir, c'est que dans le contexte d'aujourd'hui, l'alimentation méditerranéenne traditionnelle inclut encore beaucoup de glucides, ok? Du pain, des pâtes, du riz, des céréales complètes. Même si ces aliments sont complets, pour une personne qui souffre de résistance à l'insuline, c'est trop. Alors que dans l'alimentation méditerranéenne métabolique, on va réduire la quantité de glucides et on va se concentrer sur des bonnes graisses qui sont anti-inflammatoires, ok? On va aussi se concentrer sur les protéines de qualité, les légumes en abondance et les glucides complexes en quantité qui vont être contrôlées selon l'état de santé métabolique de la personne. Cette approche donc va permettre de réguler naturellement l'insuline, de réduire l'inflammation chronique et de te sentir rassasié sans avoir constamment faim et surtout de maintenir une énergie stable durant la journée, ce qui va te permettre de perdre la graisse viscérale de façon durable. C'est d'ailleurs le premier pilier de l'approche que j'enseigne dans Virage Méditerranéen. Maintenant, s'il y a une chose importante que tu dois aussi comprendre, c'est que même si tu consommes les bons aliments, si tu n'agis pas sur deux autres piliers essentiels, tu ne pourras pas perdre le gras du ventre sur le long terme. Pourquoi? Parce que la perte de gras sur le long terme, surtout après 40 ans, c'est un processus en deux phases. Tu dois comprendre qu'il y a deux facteurs qui maintiennent tes taux d'insuline élevés. Le premier facteur, ce sont les aliments que tu manges et c'est exactement ce que l'alimentation méditerranéenne métabolique permet de faire. Mais il y a un deuxième facteur auquel on ne s'attaque pas souvent. C'est le problème à long terme, la résistance à l'insuline elle-même. Parce que tu peux manger les meilleurs aliments du monde, mais si tu ne combats pas activement la résistance à l'insuline, tu vas stagner et tes résultats ne seront pas durables dans le temps. Et pour briser donc cette résistance à l'insuline, ce qu'il faut faire, c'est de donner à ton corps des périodes récurrentes où tes taux d'insuline sont très bas. C'est donc là qu'intervient le jeûne intermittent. C'est le deuxième pilier que j'enseigne dans Virage Méditerranéen. Pourquoi le jeûne intermittent? Parce que le jeûne intermittent va te permettre d'espacer tes repas et de créer des fenêtres où ton insuline peut enfin redescendre. Quand ton insuline est basse suffisamment longtemps, ton corps reçoit un signal qui est différent. Il n'y a plus d'énergie qui arrive de l'extérieur. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller chercher de l'énergie ailleurs. Et qu'est-ce que ton corps va faire? Il va aller donc puiser dans ses réserves de graisse. Enfin, il y a un troisième pilier. Et ce troisième pilier-là, ça va être l'optimisation de ton mode de vie. Je parle ici du stress chronique qui fait monter ton cortisol. Je parle aussi du manque de sommeil qui va réduire ta sensibilité à l'insuline de 20 à 30%. Et je parle surtout d'une activité physique qui est inadaptée. Donc, tu dois comprendre donc que l'optimisation de ton mode de vie, ça implique de gérer ton stress, de prioriser ton sommeil et d'adapter ton activité physique pour que ton corps travaille avec toi et non contre toi. Donc, ces trois piliers, l'alimentation méditerranéenne métabolique, le jeûne intermittent et l'optimisation du mode de vie fonctionnent ensemble. L'un sans l'autre, ça ne suffit pas. Donc, si tu veux que je t'aide à mettre en place ces trois piliers pour t'aider à atteindre tes objectifs de perte de gras, encore une fois, j'ai créé une vidéo gratuite où je t'explique exactement comment on peut le faire. C'est le premier lien en description. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. C'était Arthur.